Cette théière est une arme mortelle. Je vous explique. Aujourd'hui, je vous présente 4 objets complètement fous. Et je commence par la théière de l'assassin. C'est vraiment fascinant car à première vue, cette théière n'a rien de spécial. Et pourtant, regardez bien. Dans le cadre de notre expérience, j'ai décidé d'utiliser du café et du lait pour bien vous montrer la différence entre les deux liquides qui vont en sortir. Comme vous voyez, j'ai ici 2 verres différents. Comme vous en doutez, le but de la théière de l'assassin est d'éliminer les invités indésirables. Ainsi, au lieu du café et du lait, ce sont 2 boissons de couleur identique qui sont utilisées, dont l'une des 2 contient du poison. Je ne devrais pas avoir à le préciser, mais évidemment, ce n'est pas à reproduire chez vous, ou en tout cas pas avec du poison. Mais vous pouvez vous amuser avec des thés, des cafés si vous voulez. Si vous observez, le premier se remplit de café. Le second, par contre, se remplit de lait. Et pourtant, vous n'avez absolument rien remarqué. Et ça, c'est parce que c'est très subtil. Regardez bien, si vous observez la théière d'un peu plus près, vous pouvez voir qu'elle possède 2 trous, un au-dessus et un en dessous. Si je prends 4 nouveaux verres cette fois, nous pouvons observer que le premier se remplit de café, car je bouche le trou du dessous, alors que le second se remplit de lait, parce que je bouche le trou du dessus. Par contre, si je ne bouche aucun trou, nous avons du café au lait. Et si je bouche les 2 trous, rien ne sort. C'est parce que la théière est composée de 2 chambres. Comme vous pouvez l'observer par le bec, elle est bien divisée en 2. Et c'est la poussée de l'air par le trou non bouché qui permet à un liquide ou à l'autre de sortir. Lorsque je bouche le trou du dessus, c'est le liquide du dessous qui coule. Lorsque je bouche le trou du dessous, c'est le liquide du dessus qui coule. Si je ne bouche aucun trou, les 2 liquides peuvent sortir en même temps. Et si je bouche le trou du dessus et du dessous, eh bien plus rien ne coule, car le seul endroit par lequel l'air peut exercer sa pression est le bec verseur, et il empêche donc le liquide de couler. Dorénavant, si vous avez un invité un peu trop dérangeant, vous savez quoi lui servir. Le deuxième objet que je vous présente est cette coupe. Elle s'appelle la coupe de Pythagore. Selon l'histoire, elle a été conçue pour empêcher ses élèves de consommer du vin avec excès. Si on l'observe à première vue, elle ne semble rien avoir de particulier. Et pourtant, regardez bien. Si je la remplis raisonnablement, et le mot raisonnablement est très important vu que c'est le but de cette coupe, éviter les excès, vous voyez que je peux boire sans problème. Je peux même me resservir et boire encore et encore. Bon, évidemment, on imagine que les disciples de Pythagore n'avaient droit qu'à une seule coupe. Maintenant, observez. Si je suis un peu trop gourmand, un peu trop généreux dans la quantité que je me sers, eh bien on peut voir que le liquide coule tout seul vers le bas pour ne plus laisser que quelques gouttes dans le fond. C'est dur. Imaginez si c'était du vin. Mais comment ça fonctionne? Eh bien, si on l'observe d'un peu plus près, on peut voir qu'elle contient un trou à son pied. Et ce trou a une importance capitale dans le phénomène que l'on vient d'observer. En fait, si la coupe se remplit au-dessus du niveau maximum, le liquide passe par une espèce de conduit sculpté à l'intérieur de la petite bosse que l'on voit au centre. Et par un effet de siphon, la totalité du liquide est aspirée et évacuée par le trou du pied. Cette coupe porte aussi le nom de coupe de Tantale, et je trouve que ce nom lui convient nettement mieux, parce que Pythagore est principalement connu pour le théorème qu'on a tous dû se farcir en maths. Alors que Tantale, lui, est surtout connu pour le supplice qui lui a été infligé par les dieux suite à ses excès. En gros, il était immergé dans l'eau jusqu'au cou, avec des arbres fruitiers gorgés de jus à portée de main. Mais il lui était impossible d'avoir accès ni à l'un ni à l'autre. Car lorsqu'il s'abaissait pour boire, le niveau de l'eau baissait. Et lorsqu'il tendait le bras pour cueillir un fruit, les branches s'éloignaient. Il était donc condamné à être affamé et assoiffé pour l'éternité pour le punir de ses excès. Tout comme les élèves de Pythagore voyaient leur coupe vidée car ils avaient versé du vin en excès dans cette coupe. Pour ce troisième objet, on retourne en Chine. Il ne s'agit pas ici d'une coupe ou d'une théière ou d'un autre objet qui nous permettrait de manger ou de boire, mais bien du sismoscope de Zhang Heng. Comme vous vous en doutez, je n'ai pas pu me le procurer. Le but de cet appareil, comme l'indique son nom, est de ressentir les séismes et d'en identifier la provenance pour savoir dans quelle direction envoyer les secours. L'objet date de 132 après JC, pas Jean-Claude Van Damme, hein, mais notre bon vieux Jésus. Et comme vous pouvez l'observer, il s'agit d'une énorme jarre d'environ 2 mètres sur laquelle ont été soudés ou riftés des dragons, tête en bas et la bouche semi-ouverte, en dessous desquelles reposent des grenouilles, la bouche semi-ouverte elle aussi. La position des dragons n'est évidemment pas anodine. Ils ont été positionnés de manière à correspondre aux 8 points cardinaux. Donc nord, nord-est, est, sud-est, sud, sud-ouest, ouest, nord-ouest. À l'intérieur de cette jarre se trouve un pendule inversé.
dont le pivot coïncide avec la partie inférieure de la tige centrale et de 8 bras mobiles articulés. À l'extrémité de chacun de ces bras se trouve une petite bille métallique placée dans la bouche du dragon semi-ouverte, qui ne peut donc pas tomber, sauf si un séisme survient. À ce moment, le pendule va s'incliner de manière à déplacer le bras métallique et ouvrir la bouche du dragon. La bille tombe alors dans la bouche de la grenouille, qui correspond donc à un point cardinal et permet ainsi de savoir d'où vient le séisme et où envoyer d'éventuels secours. L'avantage de ce dispositif était de savoir d'où provenait le séisme, mais aussi de savoir à quel moment il avait eu lieu, par le bruit que faisait la bille en tombant dans la bouche de la grenouille. Par contre, il ne permettait pas de mesurer le séisme, mais c'était déjà bien pour l'époque. Ce quatrième objet est aujourd'hui conservé au Musée national archéologique d'Athènes. Il s'agit d'un calculateur astronomique de l'Antiquité, connu sous le nom de machine d'Anticythère. Seuls 82 fragments de la machine ont été retrouvés dans l'épave d'une galère romaine au large de l'île du même nom, à savoir Anticythère, située au sud-est du Péloponnèse. Des scientifiques se sont penchés sur les données que renfermaient tous ces petits fragments grâce aux rayons X pour mieux comprendre leur utilité. Il est encore difficile de dater la machine aujourd'hui, mais des hypothèses ont été émises par les chercheurs, mais elles n'ont pas encore été publiées dans des revues, ni même confirmées ou contestées par leurs pairs. Je ne me risquerai donc pas là-dessus. Ici, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de vous parler de son fonctionnement. C'est tout bonnement fascinant. Après des années de travail, des scientifiques sont parvenus à la reconstituer de manière à comprendre son utilité. La machine d'Anticythère comporte une trentaine d'engrenages, de tambours, d'aiguilles mobiles, d'axes et de cadrans, solidaires et disposés sur plusieurs plans, qui permettent de calculer les éclipses, les équinoxes, les phases de la Lune, mais aussi la position des 5 planètes connues de l'époque, à savoir Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Je trouve ça complètement fou de voir à quel point les peuples de l'Antiquité étaient capables de prouesses techniques dans tant de domaines. Vraiment, c'est fascinant. Dites-moi en commentaire lequel de ces 4 objets vous a le plus intrigué, et surtout pourquoi. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like, me dire en commentaire l'objet qui vous a le plus intrigué, et à vous abonner pour soutenir mon travail et ne pas manquer les prochains épisodes. En début de vidéo, je vous ai parlé de la coupe de Pythagore, qui porte aussi le nom de coupe de Tantale, en lien avec le châtiment cruel qui lui avait été infligé par les dieux. Mais pourquoi tant de cruauté? Je vous raconte son histoire juste là.